Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet espace d'apprentissage à la LCA. Je m'appelle Laurent Becmont et je suis professeur de pharmacologie à la faculté de médecine de l'université Paris-Saclay. Alors quels sont les objectifs de la LCA qu'on attend que vous compreniez bien? C'est d'avoir une notion de la cohérence interne de l'étude que vous allez lire, de la cohérence externe, encore appelée validité externe, et enfin de déterminer la pertinence clinique de l'étude que vous allez analyser. Alors, la cohérence interne, c'est vraiment est-ce que l'étude peut répondre à la question et est-ce que c'est intéressant? On y va. 1. Vous identifiez le type d'étude. 2. Vous allez identifier la méthodologie et savoir si elle est adaptée pour répondre à la question posée. Ensuite, vous allez vous intéresser à la puissance statistique, c'est essentiellement le nombre de patients. Est-il suffisant à l'avance pour répondre à la question? Ensuite, bien évidemment, vous allez devoir identifier les biais et les manières de les contrôler. Ensuite, vous vérifierez l'homogénéité des résultats dans des sous-populations et si le critère principal de jugement est composite dans chacune des composantes du critère principal de jugement. Enfin, vous devrez déterminer l'evidence-based medicine, c'est-à-dire le niveau de preuve de cette étude. Alors tout de suite, le type d'étude, les types d'études. Vous avez donc de l'épidémiologie qui se scinde en descriptive et analytique, de la thérapeutique et du diagnostic. Prenons l'épidémiologie descriptive, c'est soit déterminer dans une population l'incidence d'un événement, soit déterminer dans une population la prévalence de l'événement. Quand c'est incidence, il faudra suivre les patients dans le temps, dans une cohorte, et quand c'est la prévalence, c'est une étude transversale à un moment donné pour déterminer la prévalence d'une maladie par exemple. Ensuite, on passe à l'épidémiologie analytique. Donc là, ce sont toujours des études d'association entre un facteur de risque que les patients présentent au départ et de développer une maladie dans le suivi. On appelle ça études pronostiques, de causalité étiologique, vous trouverez des tas de noms, mais tout ça, ce sont des études d'association. Alors, s'il s'agit d'une maladie fréquente, on fera une étude de cohorte, c'est-à-dire, on verra un peu plus tard, le suivi d'une population au cours du temps. Maintenant, s'il s'agit d'une maladie fréquente et en plus que le facteur de risque est contrôlable, c'est-à-dire qu'on peut le randomiser, là on fait d'emblée un essai prospectif randomisé. Néanmoins, en épidémiologie, beaucoup de facteurs de risque ne sont pas randomisables. En effet, vous pouvez difficilement, si vous vous intéressez au tabac ou à l'alcool, vous pouvez difficilement dire qu'un groupe doit fumer, un groupe ne doit pas fumer, ou un groupe doit picoler et un groupe ne doit pas picoler. Donc là, il n'y a pas d'autre manière de faire que des études de cohorte observationnelles. Et enfin, s'il s'agit d'une maladie rare, si ça survient, je ne sais pas moi, une personne sur 100 000 dans une population, si vous voulez avoir 10 malades, une personne sur 100 000, il va vous falloir suivre 1 million de patients dans le cadre d'une cohorte. Donc c'est rarement possible, et donc dans ces cas-là, on utilise le design cas témoin qu'on verra un peu par la suite dans un tuto qui lui est dédié. Les études thérapeutiques, c'est assez simple, c'est efficacité, on est dans le cas d'un essai prospectif randomisé en double aveugle en intention de traiter. Les études de sécurité sont soit également des essais randomisés, soit des études de cohorte, parce qu'on espère quand même que dans un thérapeutique, l'événement effet indésirable survient moins fréquemment que l'événement prévenu, et donc il va falloir trop de patients dans le cadre d'un essai randomisé, et on utilise plutôt des études de cohorte. C'est les plans de gestion de risque, par exemple, qui font suite à la phase 3. Ensuite, vous avez les études diagnostiques. Donc vous avez un marqueur diagnostique, biologique, de la radio, ce que vous voulez, un critère diagnostique. 3 étapes. Tout d'abord, vous devez, votre test, par exemple, on va dire que c'est un test biologique, vous devez en déterminer la reproductibilité et la variabilité interobservateur et intra-observateur au cours du temps, voir si, avec un même test, ou tout du moins un même tube de sang, plusieurs observateurs, plusieurs laboratoires différents répondent à peu près à la même chose. Ça, vous aurez là-dedans, c'est le coefficient kappa, qui mesure bien cette reproductibilité et variabilité. Et là, la méthodologie, c'est une étude transversale avec répétition de mesures sur un petit temps. Une fois que vous avez déterminé que votre test biologique est assez reproductible et peu variable d'un expérimenteur
expérimentateur à l'autre, vous allez déterminer les performances diagnostiques. C'est le cas le plus fréquent, vous verrez, c'est déterminer la sensibilité et la spécificité. Donc sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positives, négatives, et les likelihood ratios, que vous verrez un peu plus tard. Donc là, la méthodologie, c'est une étude transversale avec un étalon OR, c'est-à-dire un gold standard, que vous entendrez plus fréquemment que étalon OR. Et puis, une fois que vous avez déterminé une bonne sensibilité et ou une bonne spécificité, à quoi ça sert en clinique? Et donc, on va faire une étude avec un groupe randomisé, en général, prospectif randomisé, un groupe avec le nouveau biomarqueur, un groupe, on fait comme d'habitude dans le soin, on randomise, donc on suit, et puis on voit si, grâce à ce nouveau biomarqueur, on fait plus de diagnostics, on avance le temps au diagnostic, ou tout simplement, si grâce à ce biomarqueur, on prévient de la mortalité dans la maladie dépistée. Alors maintenant, le niveau de preuve. Donc à droite, ici, vous avez le grade des recommandations internationales, A pour preuve scientifique établie, B pour présomption scientifique, et C, faible niveau de preuve. Donc en France, évidemment, on est plus intelligent que tous les autres, et donc on n'a pas 3 groupes, mais on en a 4. C'est le niveau de preuve C, faible niveau de preuve, qui est subdivisé en 2. Donc le niveau de preuve A, c'est-à-dire preuve scientifique établie, c'est essentiellement, c'est que des essais comparatifs randomisés de forte puissance traduisés par beaucoup de patients, ou encore des méta-analyses d'essais comparatifs randomisés également de forte puissance, vous oubliez les analyses de décision. Le niveau 2, donc présomption scientifique, peuvent être soit des essais comparatifs randomisés de faible puissance, c'est-à-dire avec pas assez de patients pour bien répondre à la question, soit alors des études comparatives non randomisées bien menées, ça sont toutes les études épidémiologiques, et enfin des études de cohorte, mais les études de cohorte, ce sont en général des études comparatives non randomisées bien menées. Ça, c'est de la présomption scientifique. C'est pour ça que, pour démontrer le rôle du tabac, par exemple, dans la mortalité, les fabricants de tabac, pendant des dizaines d'années, ont dit « attendez, là, tout ce que vous nous montrez, c'est des associations entre le tabac et le cancer du poumon, mais tout ça, c'est des études comparatives non randomisées. Certes, c'est bien mené, mais c'est de la présomption scientifique. » Donc, les avocats des fabricants de tabac, pendant des dizaines d'années, ont utilisé cet argument pour dire « écoutez, tout ça, c'est supputatif, c'est une présomption, et nous, on veut continuer à vendre notre tabac. » Bon, alors donc quand vous avez 10 études qui montrent la même chose, même si elles sont de niveau B, à la fin on finit par y croire et on admet que le tabac est cancérigène. Alors le niveau 3, c'est assez simple, faible niveau de preuve, et bien là ce sont des études rétrospectives. Le mot-clé c'est rétrospectif. Alors, cas témoin est mis en un niveau discrètement supérieur, tout simplement parce qu'on contrôle certains biais de confusion et on apparie au cas des témoins, mais néanmoins, ça reste rétrospectif. Et puis le niveau 4, c'est des études comparatives de type épidémiologique, mais avec beaucoup de biais, des études rétrospectives, des séries de cas. Alors maintenant, on passe à la cohérence externe, beaucoup plus simple. C'est est-ce que nos résultats sont en accord avec les données physiopathologiques ou fondamentales? Soyez quand même assez critique vis-à-vis de ça, parce qu'avec des études très fondamentales, on peut souvent expliquer une chose et son contraire à la fois. Et puis, est-ce que c'est en accord avec ce qui a été décrit au préalable dans des études préalables? Faites attention toujours, il existe vraiment un biais de publication. Les études négatives sont rarement acceptées pour publication parce qu'elles n'intéressent pas grand monde, et c'est dommage. Et on n'a que des études positives qui sont publiées, ce qui fait que si vous faites une très grosse étude, forte puissance et que c'est négatif, souvent on aura du mal à la publier. Enfin, la pertinence clinique. Donc, si la cohérence externe est bonne, c'est-à-dire niveau de preuve le A, méthodologie qui permet de répondre à la question, maintenant il va falloir se poser la question, à quoi ça sert en clinique? Donc le critère principal de jugement, est-il dur, composite, cliniquement relevant, et est-ce que le comparateur est le bon? Parce que vous avez des études évidemment qui ont été faites il y a très longtemps,
Et donc le comparateur pouvait être un placebo, alors que maintenant, à l'heure actuelle, il existe de nombreux traitements homologués, et donc vous savez, le temps importe pour analyser l'effet d'une stratégie interventionnelle. Enfin, la balance bénéfice-risque, ça c'est très important, parce que même si vous diminuez la mortalité par cancer, mais si vous l'augmentez par insuffisance rénale aiguë, eh bien la résultante, la balance bénéfice-risque, peut être nulle, voire négative. Enfin, vraiment la taille d'effet, c'est-à-dire l'amplitude de la différence observée, même si elle est statistiquement significative, est-ce que c'est cliniquement pertinent ? Cliniquement pertinent, je vous donne un exemple. Est-ce qu'une stratégie interventionnelle dans une maladie, est-ce qu'elle évite un mort pour 1000 personnes traitées ou est-ce qu'elle évite 10 morts pour 1000 personnes traitées ? Vous voyez que l'amplitude de la taille d'effet peut être très différente et plus l'effet est menu, plus on peut se demander si réellement c'est pertinent cliniquement. S'il faut, on aborde ça aussi avec le nombre de sujets à traiter pour éviter un événement. Quand il est au-delà de 100, même si c'est un mort, on peut commencer à se poser la question. Enfin, la population est-elle représentative ? Est-ce que c'est extrapolable à tous nos patients de tous les jours ou seulement un tout petit sous-ensemble? Et ça, en général, c'est jamais le cas dans les essais prospectifs randomisés. Vous avez toujours une population triée sur le volet avec peu de comorbidités associées, alors que nos malades, avec l'âge, ils ont plein de comorbidités. Donc il y a toujours un petit souci de représentativité et l'indication, en particulier pour les traitements, est vraiment restreinte à la population de l'essai clinique.